Alors, comme vous le savez sans doute, la résilience donc, caractérise la résistance au choc d'un métal et donc la capacité à surmonter les épreuves. Et c'est ce deuxième sens qui a été beaucoup travaillé donc, par le psychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik. Et donc, nous allons avoir cet échange avec Franz-Olivier Gisbert, journaliste, écrivain, éditorialiste, conseiller de la rédaction du Point, donc sur cette notion. Donc, je vais leur demander de bien vouloir rejoindre la scène pour vraiment un dialogue qui s'annonce tout à fait vivifiant. J'en profite également pour vous signaler que le dernier ouvrage de Boris Cyrulnik, La nuit, j'écrirai des soleils, on vous applaudit très fort. Et donc, La nuit, j'écrirai des soleils est disponible auprès de notre libraire. Et Dr Cyrulnik, je pense que vous accepterez de le dédicacer au terme de cet échange. Franz-Olivier, c'est à vous. Merci à vous. Bon, je suis très heureux de parler avec Boris Cyrulnik. Bon, on se connaît bien. On se voit souvent, c'est pas la première fois qu'on se livre à cet exercice. Bon, d'abord, vous allez nous engueuler parce que je sais que c'est hors sujet. C'est pas le sujet qu'on est censé traiter, mais on va commencer un peu sur l'enfance, hein, puisque Boris est un spécialiste de tout, spécialiste des animaux, parce qu'il est éthologue, comme vous le savez. Tous, non? Éthologue, donc il connaît tout sur les animaux. Il connaît tous, et sur les enfants, c'est aussi un grand spécialiste de l'enfance. C'est pour ça que le président a nommé une commission. Hein? Alors, le bébé, j'ai lu dans la bouche de Boris Cyrulnik des propos incroyables sur les bébés, leur mémoire d'éléphant, l'importance de ces 300 jours. Je sais qu'il faut 300 jours pour faire un porc, il faut aussi 300 jours pour faire un bébé. Et le bébé, alors vous dites qu'il a une mémoire d'éléphant, c'est-à-dire c'est une période absolument fondamentale. Alors, il retient tout. La neuroimagerie et les sciences actuelles photographient, démontrent comment cette enfance préverbale est fondamentale. Quand j'étais étudiant, on nous disait que tant qu'un bébé ne parle pas, il ne peut rien comprendre, ou on nous disait que pour qu'un bébé se développe bien, il suffit de mesurer les ingestats et les excrétats. C'est quoi ça? Vous pouvez préciser? Ça, c'est la poésie... C'est le bébé poète. Vous pouvez décrire un peu? Alors, et maintenant, on découvre, on photographie, on fait des évaluations, je crois, défendables, qui montrent que l'enfance préverbale est un moment fondamental de l'existence. Mais c'est un déterminant fondamental, mais pas inexorable. C'est-à-dire que si on réussit les 1000 premiers jours, on est bien parti dans l'existence. Si on les rate, on est mal parti dans l'existence, mais c'est pas perdu pour la vie. C'est-à-dire que on démontre la plasticité cérébrale et surtout que le cerveau, j'apprenais que le cerveau était dans sa boîte crânienne coupé du milieu. Et maintenant, on se rend compte que s'il y a un organe social, c'est le cerveau. Et que le cerveau des bébés, qui est en voie de construction dans l'utérus, commence à se construire à ce moment-là sous l'effet des pressions du milieu, de l'écologie utérine et des relations maternelles et de l'histoire maternelle. C'est-à-dire que l'utérus est le déterminant biologique, les relations maternelles, s'il y a la précarité sociale, s'il y a la violence conjugale, s'il y a la guerre, etc., la mère sécrète des substances qui passent dans le liquide amniotique et qui abîment le cerveau de l'enfant. Donc l'enfant peut arriver au monde abîmé par l'histoire de la mère. C'est la définition de l'épigenèse. Mais il y a un tel bouillonnement synaptique que si on s'occupe des bébés et de la mère très tôt, ça se remet en chantier en 48 heures. C'est-à-dire que le bébé est très facile à traumatiser, mais il est très facile aussi à déclencher un processus de résilience. Ah, un petit problème, c'est bon, c'est reparti. Non, ça s'est arrêté, ça revient.
C'est réglé. Oui, c'est réglé. Vraiment, c'est... Bon, bah justement, le mot résilience a été prononcé, hein, puisque c'est ça qu'on doit parler. Absolument. Résilience, ça veut dire quoi? Tout le monde sait, mais c'est bien d'avoir la définition par le patron. Alors, il n'y a pas de définition plus bébête. Hein. On est traumatisé. Le trauma, c'est pas une épreuve. L'épreuve, je vais coller ou j'ai été collé à mon bac. Voilà, ça c'est une épreuve. Le trauma, c'est je comprends plus, mon cerveau est sidéré, et on photographie en neuroimagerie qu'un cerveau sidéré par un trauma, il est gris, il ne traite plus les informations. Knock out. KO debout. Si on laisse les gens KO debout, ben, ils ont du mal à déclencher un processus de résilience. Si on les sécurise, et petit à petit, la plupart pourront déclencher un processus de résilience. Alors la définition, il n'y a pas plus bébête, c'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Il ne peut pas y avoir de définition plus évidente et plus bébête. Pour essayer d'aller plus loin dans la définition, ça veut dire quoi faire résilience alors? Comment on fait Comment on fait résilience? C'est un processus. Ben, c'est un néo-développement. Comment on fait pour se développer? On se développe avec ce qui est au fond de nous et les pressions qui sont autour de nous constamment. Et ça dure pendant les 100 ans d'existence qui nous sont dus. 120 ans dans la Bible, qui nous sont dus. Mais ça va arriver très vite. Ceux qui meurent avant peuvent déposer une plainte. Alors, donc ce mot résilience, faire résilience, il y a quand même une réalité, parce que bon, l'intitulé de l'émission, c'est Résilient toi-même, parce que bon, vous êtes un vrai résilient, moi je suis quand même aussi d'une certaine façon, donc voilà, résilient aussi. Il y a une autre façon aussi d'être résilient, c'est d'oublier, de dire c'est pas important, de dire c'est le passé. Et le passé, selon la belle formule du poète persan musulman qui adorait le vin et les femmes, Omar Khayyam, le passé est un cadavre qu'il faut jeter. Alors, ça m'étonne pas de lui, ça, tiens. C'est une belle idée parce qu'effectivement, dans le syndrome psychotraumatique, tout se fige. La mémoire est morte, on ne pense qu'à ça. C'est-à-dire qu'on ne pense qu'à l'horreur de ce qui nous est arrivé. Tout ce qu'on perçoit dans la vie quotidienne évoque l'horreur qui nous est arrivée. La nuit, ça nous revient sous forme de cauchemar. On est prisonnier du passé. Notre mémoire est morte. Elle n'évolue plus, parce que la mémoire vivante évolue. Elle passe son temps à changer. Boris, vous n'avez pas examiné mon cas, et je pense que vous seriez rendu compte qu'il y a aussi des résilients qui ont oublié des tas de souvenirs. Moi, pour me souvenir de certaines choses de mon enfance, je suis obligé de parler avec ma sœur, qui me raconte des choses auxquelles je ne crois pas d'ailleurs. Parce qu'elles ne sont pas dans ma tête. Alors, la mémoire, ça c'est quand on déclenche un processus de résilience, c'est à la fois biologique, psychologique, affectif et social. C'est un raisonnement systémique. Quand on déclenche un processus de résilience, ça ne veut pas dire qu'on règle tout. On n'oublie pas, mais on se remet à vivre. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas, le trauma laisse une trace dans la biologie, dans le cerveau, on peut photographier la trace, l'empreinte du trauma, mais on n'est pas prisonnier du passé. On peut se remettre à vivre, mais on n'oublie pas, ça reste dans la mémoire. Et on voit même d'ailleurs pour les gens âgés, quand les gens âgés ont fait déclencher un processus de résilience, ils remanient la représentation du passé. Donc, comme ils disent eux-mêmes, je ne vois plus les choses comme avant. Ça veut dire que j'ai eu un pépin, j'ai eu un malheur, et puis voilà, je me remets à vivre quand même, j'oublie pas, mais je ne vois plus les choses comme avant. Et quand les gens sont laissés seuls, on les laisse prisonniers du trauma. Ils ne pensent qu'à ça. Ils ne peuvent plus aimer, ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus travailler. Ils ne pensent qu'à ce qui leur est arrivé. Et dans ce cas, avec l'âge, la mémoire change de forme. C'est-à-dire que la mémoire des enfants, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. C'est-à-dire que moi, quand je jardine, maintenant, il faut que je fasse attention où j'ai posé les outils, sinon je ne les retrouve pas. Ou alors, l'exemple type de la mémoire de travail qui commence à s'altérer, c'est les clés de voiture.
où est-ce que j'ai mis mes clés de voiture? Et alors, à 20 ans ou à 30 ans, on met ses clés de voiture n'importe où, sans faire attention, et on les retrouve. Et à partir de 50, 60 ans, non, vous parlez pour vous, là, pas pour moi. Et à partir de 80 ans, on les cherche, on ne les trouve plus. Et alors, les gens qui sont laissés seuls et qu'on n'a pas aidé, entourés pour déclencher un processus de résilience, on voit revenir le trauma, parce qu'ils ne l'ont pas remanié. C'est-à-dire qu'ils croient, ils l'ont enfoui, c'est fini, allez, c'est fini tout ça. Ben non, c'est pas fini. Si on ne l'a pas travaillé, ça revient. Et vous êtes sûr, ça? Parce que est-ce que de le ressortir, justement, ne crée pas des nouveaux problèmes? Parce que, vous savez, la phrase d'Épicure qu'on adore tous, là, la vie est à peine commencée qu'il faut déjà songer à partir. Oui. Bon, si on passe son temps à regarder nos traumas, on perd peut-être quelques belles années de notre vie. Et non, parce que la mémoire saine est évolutive. Elle change tout le temps. On a fait des tas d'observations qui montrent que, par exemple, dans les autobiographies, une autobiographie faite à 20 ans, c'est pas du tout l'autobiographie de la même personne faite à 40 ans, c'est pas du tout la même autobiographie. On choisit des éléments différents, on ment pas, mais ce qui revient en mémoire, c'est des souvenirs totalement différents. Et quand on fait des autobiographies entre frères et sœurs, alors là, si vous voulez vous disputer avec votre frère ou votre sœur ce soir, vous cherchez un souvenir d'enfance. Tu te rappelles l'anniversaire des 50 ans de maman? Mais t'étais pas là. Mais si j'étais là. Mais non, t'étais pas là. Mais si j'étais là. Jouez à ça ce soir, vous allez voir. C'est-à-dire que on est sincère, mais c'est pas les mêmes choses qui reviennent parce qu'on n'a pas été sensible aux mêmes choses, on les a pas travaillées de la même manière. On est sincère, mais on n'a pas du tout la même mémoire, même surtout peut-être dans une même famille. Donc ça veut dire que si on peut le travailler, c'est pour ça que la psychothérapie est possible, est beaucoup plus facile que ce qu'on croit dans le syndrome psychotraumatique, à condition de remanier la mémoire du malheur. Si on écrit, si on parle, si on peint, si on fait ce qu'on sait faire, on remanie la mémoire du malheur qui nous est arrivé, et là, ça ne revient pas. Oui, là, on se rapproche du thème, d'ailleurs, La nuit, j'écrirai les soleils. Pas mal comme titre, d'ailleurs, vous avez eu le prix du meilleur titre de livre de l'année 2019, je crois savoir. J'ai eu un prix, mais je ne sais plus. Je sais plus. Alors, c'est le prix de l'essai Psychologie FNAC 2020. Ah, c'était pas le titre le prix du meilleur titre. J'aurais cru, parce que c'est vrai que ce titre est très bon. D'ailleurs, je prendrais bien. La nuit, j'écrirai les soleils. Oui, parce que ce sujet, c'est ça. C'est-à-dire comment on sort du trauma par l'écriture, très important l'écriture, par l'art. Et donc, vous nous parlez de personnages aussi différents que Jean Genet, Gérard Depardieu, Anne Sylvestre. Enfin. Alors, exactement. Alors, Gérard Depardieu, lui, il écrit la parole des autres. Il écrit bien, d'ailleurs, mais il écrit en récitant les jolies phrases des autres. Il est amoureux des phrases. Ce gars qui est un peu délicat, enfin, je sais pas, les premières lignes de rugby sont efféminées par rapport à lui. Et ce gars adore les mots. Et il a été sauvé par les mots. Et il récite, quand il était un petit délinquant à Châteauroux, il avait les pièces de Molière dans sa poche. Et il récitait déjà. Et alors, Cyrano de Bergerac, alors là, c'est pour lui, quoi. C'est-à-dire que ça a été écrit pour lui. Et j'ai une amie qui est danseuse, et il lui a fait une préface d'une très belle, très grande élégance, Rimbaud. Mais c'est que des mots qui venaient de poésie des autres. Pourquoi pas? C'est un comédien. Alors lui, ça l'a aidé, et bien sûr, il a été sauvé d'une enfance difficile par son amour des mots. Mais par exemple, Anne Sylvestre, je l'ai rencontrée quand elle était gamine. C'était une chanteuse extraordinaire. C'est une chanteuse pour enfants, pour adolescents. Enfin, gamine, elle avait une vingtaine d'années, c'est ça, quand vous l'avez rencontrée. Et alors, il y avait un secret dans sa famille. Le père. C'est le père. J'ai rencontré Marie Schex et Anne Sylvestre. Marie Schex, malheureusement, n'a écrit qu'un ou deux livres. Formidable. Les lauriers du lac de Constance, extraordinaire, d'une élégance, extraordinaire. Mais dans le laurier du lac de Constance, elle souffre
de ce qui est arrivé à son père à la Libération, parce que son père était collaborateur et on l'a accusé d'avoir signé la mise à mort de, je crois, plusieurs milliers d'enfants. Et elle est tellement malheureuse d'avoir un père comme ça ou bien elle se tait, et dans ce cas-là, elle ne pense qu'à ça, puisqu'elle n'en parle pas, elle ne pense qu'à ça, ou bien elle en fait un livre et elle remanie la représentation de sa souffrance. Et elle, ça a été réussi, et Anne Sylvestre, sa sœur, lui dit « Mais moi, j'arrive toujours pas à en parler ». Et elle en parlait sous forme de poésie, c'est-à-dire qu'elle disait avec des mots poétiques ce qu'elle ne pouvait pas dire avec des mots de tous les jours. Primo Levi. J'écris ce que je n'ai pas la force de dire. Je l'écris, parce que quand je l'écris, je suis seul avec le lecteur imaginaire, je cherche les mots, je les remanie, je suis maître de mon monde. Tandis que quand je parle avec quelqu'un, je ne suis pas totalement maître du monde. Vous êtes co-auteur de ce que je dis, la preuve c'est que vous hochez la tête quand je parle. Et voilà. Et elle sourit en plus. Donc je vais être obligé d'adapter mon discours à sa présence muette. Elle n'a pas dit un mot, et pourtant elle a été co-auteur de mon discours. Alors que dans l'écriture, je suis seul avec le lecteur que j'imagine. Je cherche mes mots, je rature, je recommence. Et là, je fais un travail d'élaboration. Et c'est pour ça que Jorge Semprún, en français, on dit Georges Semprún, c'est mieux. Ça on fait dit Georges Semprún. Semprún. Sinon, vous allez m'appeler Gisbert. Et je ne sais pas comment je vous appelez, vous, parce que cyrillique, il va y avoir des trucs derrière. Non, ça se prononce cyrillique. Non, mais il va y avoir des trucs derrière, des skis, non, des choses comme ça, non? Non, ça veut dire barbier en ukrainien. Bon. Donc, c'est un nom d'une grande banalité. Hein. Et Georges Semprún veut témoigner, comme Elie Wiesel, comme Primo Levi. Et il écrit très joliment « Je suis obligé de m'arrêter parce que mes brouillons saignent ». Il fait que raconter l'horreur, il raconte que l'horreur de sa déportation. Donc il entretient la mémoire traumatique. Mes brouillons saignent. Il arrête, il ne peut pas. Paul Celan répète, il se suicide, il est de plus en plus mal. Primo Levi répète, et il se suicide aussi. C'est-à-dire que c'est le remaniement, c'est la réflexion. Alors Charlotte Delbo fait de la poésie, elle s'en sort. Georges Semprún veut témoigner, ses brouillons saignent, il décide de faire un roman, c'est-à-dire de remanier, de mettre en roman ce qui lui est arrivé, donc de remanier la réalité qui est dans sa mémoire de ce qui lui est arrivé. Il écrit l'écriture ou la vie, un enchantement, un plaisir d'intelligence. C'est-à-dire que c'est le remaniement, la répétition, c'est le syndrome psychotraumatique. Et c'est le remaniement qui contraint à l'œuvre d'art qui est un facteur de résilience. Bon, vous nous parlez aussi de Jean Genet. Alors, qui a eu une enfance difficile, puisqu'il est un enfant abandonné, qui n'a pas aimé sa famille d'accueil, alors que sa sœur de lait l'adorait. Voilà. J'ai pris l'exemple de Jean Genet parce qu'il illustre tout à fait ce que notre président nous a demandé pour les 1000 jours. C'est-à-dire que Jean Genet est abandonné dès sa naissance. Lucie, sa sœur de lait, est abandonnée dès sa naissance, mais elle est tout de suite accueillie par une famille d'accueil qui la réchauffe, tout de suite. Jean Genet s'éteint. Probablement, son cerveau a dû dysfonctionner parce qu'on a dû le laisser seul pendant 7 mois chez Ceausescu. Hein, vous vous rappelez le témoignage des orphelins de Roumains. J'ai fait des scanners pour ces enfants. Le cerveau atrophie bifrontale et atrophie du système limbique. Personne ne leur parlait, donc leur cerveau n'était pas stimulé. La parole est une nourriture cérébrale. Jean Genet est mis au monde, abandonné, pas de substitut. Son cerveau probablement s'éteint. Lucie, sa sœur de lait, est mise au monde, mais tout de suite, elle a une nounou qui la réchauffe et qui la met dans la famille d'accueil des Greniers. Qu'est-ce qu'ils disent à l'adolescence? Jean Genet dit
j'habitais chez ces gens-là. Et Lucie, sa sœur de lait, dit « Il n'y a pas plus gentil que mon père. J'ai été heureuse dans cette famille. » Donc ce qui compte, ce n'est pas les fêtes. Ce qui compte, c'est la manière dont on éprouve les fêtes, et ce qui compte, c'est la manière dont on les interprète. Jean Genet interprète tout, il a peur d'aimer. Et surtout, il est terrorisé d'être aimé comme beaucoup d'enfants en carence affective. Bon, on a assez parlé de votre livre, là. si on parlait de vous. Oui, parce qu'il y a un traumatisme chez vous, parce que vous vous intéressez à la résilience, et vous-même, vous êtes un grand résilient. Moi, je suis un petit résilient, mais vous êtes un grand résilient. Il serait intéressant de parler de l'acte fondateur du trauma. Vous avez perdu vos parents en déportation, ils sont morts dans les camps. Et puis, vous-même, vous avez échappé de justesse. Et là, vous racontez ça dans votre autobiographie, ou tentative d'autobiographie, Sauve-toi, la vie t'appelle. Il s'est passé quelque chose d'important pour vous le 10 janvier 1944 à Bordeaux. Vous pouvez raconter ? Oui, c'est pas... Ce qui est intéressant, non, mais c'est de raconter avec justement les différentes histoires qu'il y a eu, enfin la façon que vous aviez de raconter l'histoire, et puis en fait, quand vous avez fait l'enquête, vous vous êtes rendu compte que tout ce que vous pensiez était impossible. L'infirmière n'était pas blonde, elle avait les cheveux noirs. L'escalier n'était pas un escalier de 3 marches moussu, mais était un grand escalier, etc. Alors, racontez-nous ça. Moi, je dirais pas autobiographie. Oui, je sais. J'ai dit tentative, on peut appeler ça, oui. Non, c'est réflexion sur la mémoire. La mémoire autobiographique, c'est ce qu'on pourrait raconter de soi, mais ce qu'on ne raconte pas forcément. C'est la mémoire autobiographique, c'est-à-dire c'est le récit que chacun d'entre nous se fait de soi. J'étais en vacances, mes parents étaient boulangers, voilà. Et là, j'ai fait une réflexion, comme il y a quand même un événement marquant, puisque ma famille a disparu à Auschwitz, ou dans l'armée française, ou dans la résistance, et il restait, pendant la guerre, il n'y avait plus personne autour de moi quand j'ai été arrêté, et j'ai réussi à m'évader. Et l'interprétation des faits, c'est pas le fait, c'est l'interprétation qui compte. Quand j'ai réussi à m'évader, j'étais fier de moi. C'est-à-dire qu'on pourrait dire « Oh ben tu as été traumatisé, tu as été emprisonné à l'âge de 6 ans, j'avais très bien compris qu'on voulait me tuer, c'était dit, hein, c'était pas un secret. » Il y avait un Allemand il y avait 2 tables, et un Allemand, comme dans les mauvais films, avec une badine et des bottes, et qui orientait sur une table ou sur l'autre, et j'entendais les gens autour de moi dire il y a une table qui condamne à mort, mais on ne sait pas laquelle. Donc, il orientait les gens sur une table ou sur l'autre. Donc, j'avais bien entendu qu'on allait être tué, qu'on était là pour être tué. Et donc, je me suis dit, il ne faut pas que je reste ici. Et j'ai réussi à m'évader dans des conditions invraisemblables, mais grâce à mon premier livre, en 1982, Mémoire de singe, un jour, je suis invité sur FR3 Aquitaine, et après l'émission, une journaliste me dit Madame Desroubès, il faut dire le nom de ces gens-là, a laissé son numéro de téléphone, je lui demande son adresse, j'appelle un taxi et je vais la voir. Et on se retrouve 40 ans après comme des amis intimes. Et on se met à bavarder et à reprendre la conversation du moment de mon évasion. Mais vraiment très décontracté, très souriant. Et puis je lui dis, vous savez, j'avais 6 ans et demi, je commençais à vous courtiser parce que je vous trouvais très belle avec vos cheveux blonds. C'est l'infirmière, hein, il faut le dire. Elle ne dit pas un mot. Madame Dessoubès. Elle se lève, elle va chercher la photo d'elle en infirmière de la Croix-Rouge, très jolie, avec des cheveux noirs comme un corbeau. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans ma mémoire ? Et ça a été le point de départ, non pas d'une autobiographie, mais d'un travail de réflexion sur la mémoire, ce qu'on est en train de vous proposer. Et maintenant, il y a des tas de travaux scientifiques, Francis Eustache, Denis Péchanski, avec qui j'ai le bonheur de travailler, on montre que ce qui est dans notre mémoire, ce n'est pas le retour du passé. Ce qui est dans notre mémoire, c'est la représentation du passé. C'est-à-dire que c'est à la lumière du présent qu'on éclaire le passé.
C'est à partir du présent qu'on va chercher dans le passé les faits vrais qui permettent de justifier pourquoi on se sent dans le présent. Si je suis heureux, je vais chercher dans mon passé des histoires, des événements qui vont expliquer pourquoi je suis heureux. Si je suis malheureux, j'irai intentionnellement, non consciemment, mais intentionnellement, je vais anticiper mon passé et je vais aller chercher dans mon passé d'autres faits, d'autres histoires, d'autres mots. Je ne vais pas mentir. Mais alors, en dehors de l'escalier, tout le reste était vrai. C'est quand même cette infirmière qui vous a montré où vous cachez sous une femme mourante dans l'ambulance. Oui, mais alors c'est grâce à elle que j'ai retrouvé tous les témoins de mon évasion. Absolument tous. Et j'ai tissé des liens d'amitié avec Blanchet, c'est le fils. Il y avait une dame qui avait reçu des coups de crosse et qui était en train de mourir par terre. Et le gouvernement de Vichy avait passé un contrat avec l'armée allemande pour que l'armée allemande séduise la France qui collaborait, qui appliquait le programme nazi et qui collaborait. Donc les Allemands sortaient sans casque, sans ceinturon, avec les poches pleines de bonbons pour séduire les enfants. Et ils faisaient de la musique qui était très belle. Ils faisaient une très belle musique. Mais c'était un contrat entre Vichy et l'armée allemande. Et je suis très content de ce que je suis en train de dire, mais j'ai oublié la question. C'est pas vrai. Ben, c'était toujours, j'essaie de revenir sur le... Qu'est-ce qui était inventé en plus? Parce que j'ai compris l'escalier était faux, les cheveux, c'était une erreur. Alors, Qu'est-ce qui était vrai alors? Tout le reste est vrai. Mais parce que j'essaie de vous faire raconter l'évasion, en fait, vous voyez? Alors, subrepticement. Tout était vrai, mais c'était une convergence de sources de mémoire différentes. Par exemple, dans ma mémoire, quand je me suis évadé, il y avait... je dégringolais les marches d'un escalier pour m'enfuir, et c'est à ce moment-là que Madame Descoubès m'a fait un signe pour me plonger dans ce que je croyais être une ambulance où Madame Blanchet était en train de mourir d'une éventration. Tout est vrai. C'est l'agencement des souvenirs qui est une recomposition du passé. Tout est vrai, puisque j'ai retrouvé les témoins, on a confronté, tout est vrai. Le récit, pourtant, aurait été différent si j'avais été... Quand je me suis évadé, j'étais très fier de moi, parce que je me disais, mon père est dans l'armée française, il a écrasé l'armée allemande, il était dans le régiment des volontaires étrangers, et il a disparu à Auschwitz. Il a été blessé à Soissons et disparu. J'étais fier de lui. Et quand je me suis évadé, je me suis dit, moi, à 6 ans, je suis plus fort que la Gestapo française. Je suis plus fort que l'armée allemande. Ça m'a rendu complètement mégalomane. Et je me suis dit, il faut que je fasse resté, ça psychiatrie. C'est resté un peu? Ça m'a rendu complètement psychiatre. Très bien. Le temps passe très très vite et j'imagine que vous avez des questions. Alors je vous propose de vous signaler et de poser des questions courtes si vous le voulez bien. Alors y a-t-il des questions? Ben non, il a tout dit. Hein. Non. Parce qu'on peut voilà, si là-haut, oui. s'il vous plaît, ça va pas être simple d'arriver jusqu'à vous. Il y a 2 questions là-haut. Moi, j'en avais une peut-être en attendant que le micro arrive sur ce sujet de la résilience. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous agace, c'est l'injonction ou le conseil, c'est-à-dire que dire à quelqu'un « sois résilient », pour vous, ça marche pas. Oui, mais ça, c'est un contresens total. Voilà. Parce que on peut pas dire « sois résilient ». C'est un processus entre le sujet blessé et son milieu. Donc, si on veut que quelqu'un devienne résilient, il faut l'entourer, le sécuriser, le dynamiser, et à ce moment-là, on peut l'aider à déclencher. Juste une petite question, parce que vous m'avez coupé la chic, parce que je pouvais arrêter vite. Mais il y a une question juste que je voulais poser très très courte, et vous répondez brièvement, sur les autres. C'est-à-dire, on a l'impression quand même, pour la résilience, quelque chose qu'on n'a pas dit, on a besoin des autres. D'ailleurs, il y a des personnes, des enseignants, qui ont joué un rôle considérable dans votre vie. Je pense à Marguerite Farge, l'institutrice, et puis ensuite le prof de français latin. Parce que dans la condition humaine, il y a un paradoxe, c'est que je ne peux devenir moi-même que s'il y a des autres autour de moi. Et c'est facile à comprendre.
Un bébé seul meurt, c'est clair. Un enfant seul s'altère, il s'éteint, neurologiquement, affectivement, psychologiquement. Un enfant sain à qui on ne parle pas n'a aucune chance d'apprendre à parler. Le paradoxe de la condition humaine, c'est qu'on ne peut devenir nous-mêmes que s'il y a des autres autour de soi. Donc, alors que un serpent, par exemple, il est soumis à son Coronavirus, programme. attention. Pardon ? Je vais peut-être filer, parce que je l'avais, moi. Je crois que je l'ai, là. Un serpent est soumis à son programme génétique et il se développe sans tenir compte des autres. Il a un programme génétique. Si autour de lui il y a de l'eau, de quoi manger, il va se développer. Nous, êtres humains, c'est nécessaire, c'est pas suffisant. C'est nécessaire qu'il y ait de l'eau, du soleil, de l'oxygène. Et si on a ça, on peut survivre physiquement, mais on meurt psychologiquement. On a besoin des autres. Tout ce qui est dans ma mémoire, c'est les autres qui les ont mis, c'est mes relations. Oui, ça méritait d'être dit, je pense. Et puis maintenant, les questions Absolument. du public. Alors, une question là-haut, on vous écoute. Oui, bonjour. Merci déjà pour votre présentation. Je voulais savoir, ce que vous pensiez. Il paraît que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il vit vraiment et ce qu'il imagine. Alors, merci de poser cette question. Merci. Parce qu'on a fait des travaux qui ont duré 2-3 ans pour répondre à cette question, pour répondre à votre question. On s'est inspiré de Schacht, qui est un excellent neurologue spécialiste de la mémoire. Alors voilà ce qu'on a fait. Monsieur, madame, est-ce que vous voulez mettre votre tête dans une casserole, une grosse casserole qu'on appelle résonance magnétique ? Alors monsieur, la dame met la casserole. Monsieur, madame, est-ce que vous voulez nous raconter ce que vous avez fait dimanche dernier ? Alors le cerveau part dans tous les sens, il n'y a pas de nappe, il n'y a pas de taches colorées qui prouvent que les cellules travaillent, ça part dans tous les sens. Il y a des couleurs, ça ne tient pas. Et puis tout d'un coup, dimanche dernier, toc, les 2 lobes préfrontaux passent au rouge, c'est-à-dire qu'ils consomment beaucoup d'énergie, dégradent beaucoup de glucose. Dimanche dernier, ah oui, mais j'étais en bateau, tac, image, les 2 lobes occipitaux consomment de l'énergie. Et j'ai réussi à pêcher un poisson comme ça. Donc, je le raconte, tac, le lobe temporal gauche consomme de l'énergie. Donc, on voit le cirque, on ne voit pas ce que les gens pensent, mais on voit comment le cerveau travaille. Monsieur, madame, voulez-vous mettre votre tête dans la casserole ? Vous ne racontez pas ce que vous avez fait dimanche dernier, mais vous allez nous raconter ce que vous allez faire dimanche prochain. Qu'est-ce que je vais faire dimanche prochain ? Hop, ça part dans tous les sens. Ah, dimanche prochain. Oui, je vais aller à la pêche. Tac, les 2 lobes préfrontaux passent au rouge. J'ai une barque. Tac, les 2 lobes occipitaux traitent l'image de la barque. Et je vais pêcher le plus de poissons possible. Tac, le lobe temporal se met à fonctionner. Que ce soit le souvenir ou l'imagination, c'est exactement les mêmes circuits cérébraux qui fonctionnent. Alors voilà, je pense que vous aviez les idées claires avant mon nier. Maintenant, c'est fini. Mais c'est pas le but, Alors, on avait une question, madame. Oui, tout au là-haut. fond. Merci beaucoup déjà pour ce que vous partagez avec nous. C'est toujours un vrai bonheur. Ma question est pour les personnes qui ont vécu un traumatisme, sachant que ça devient leur réalité. Vous disiez, on ne peut pas dire sois résilient, mais alors quel est votre conseil pour les amener à vouloir travailler sur cette mémoire ou cette réalité et la transformer ? Quel serait votre conseil pour pouvoir vous mettre sur la bonne fréquence avec eux, pour les amener à travailler là-dessus ? Alors, merci. On ne peut pas dire sois résilient, c'est le contresens total. Mais on peut dire, tu as été blessé, ou je me sens blessé, je pense qu'à ça, je ne peux plus revivre normalement. Donc, 2 mots, tout simplement, soutien et sens. Soutien, alors à Paris, Bataclan et à Nice, on sait ce qui s'est passé. Soutien, une simple présence sécurisante, le cerveau se remet à son rythme à fonctionner, préverbalement, avant toute parole. Donc il faut donc que les gens ne soient pas laissés seuls.
S'ils sont laissés seuls, ils vont ruminer et aggraver le syndrome psychotraumatique. Je suis là, je ne dis pas un mot, mais je suis là, une tasse de café, une bêtise, il fait beau, la bêtise, je suis là. Deuxième temps, vous êtes calmé, vous êtes moins anxieuse, maintenant on va travailler le sens, et là il faut parler. Là, il faut chercher à comprendre, et là, on rejoint ce qu'on vous a proposé jusqu'à maintenant. Là, on travaille les processus de mémoire, et comme disent les gens, je ne vois plus les choses comme avant, je n'ai pas oublié, mais je ne suis plus prisonnier du passé. Donc, avec 2 mots, on a le principe de la résilience. Mais il y a une très grande inégalité des traumatismes. Il y a des gens qui sont traumatisés pour un rien et d'autres qui traversent des traumas effrayants en souriant. Et ça, c'est dû aux 1000 premiers jours. Quand les 1000 premiers jours ont été bien structurés, le bébé préverbal a acquis des facteurs de protection qui fait qu'en cas de malheur, et dans la vie c'est pas rare, hein, en cas de malheur, il va souffrir, mais il va affronter. Alors que celui qui a acquis dans sa petite enfance préverbale des facteurs de vulnérabilité, la solitude, la maltraitance, le malheur de sa mère, à ce moment-là, le même impact, l'adulte, l'adolescent, ne pourra pas le surmonter, et lui, elle fera un syndrome psychotraumatique, mais soutien et sens, on peut l'aider à s'en remettre. Merci beaucoup. Monsieur va poser la dernière question. Oui, bonjour et merci. Dans l'actualité, il est ressorti beaucoup d'affaires d'enfants donc, qui ont été victimes dans leur enfance, soit d'abus sexuels, soit de maltraitance physique ou mentale. Et le cadre dans lequel ces affaires ressortent, c'est-à-dire plusieurs décennies après, est souvent de plus en plus médiatisé, c'est-à-dire dans un cadre très médiatique. Est-ce que vous pensez que le déroulement dans lequel ces affaires ressortent, c'est-à-dire le cadre très médiatisé de ces expressions d'une maltraitance ou d'abus dans la petite enfance, est de nature à favoriser la résilience des adultes qui ont subi ça dans leur enfance? Merci. Alors, si j'ai bien, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce que ceux qui ont eu une maltraitance, comment ils vont se développer, ou c'est la mémoire de la maltraitance qui peut revenir longtemps après? C'est plutôt le fait que ça se passe très longtemps après et dans des conditions de plus en plus médiatisées et avec y compris des controverses qui se déclarent dans le cadre médiatique et non plus dans le cadre de cabinets, de psychiatres ou de psychologues. Alors là, je vais me faire des ennemis. C'est qu'il y a eu une épidémie de croyances aux États-Unis qui partait là-dessus. Beaucoup de femmes retrouvaient la mémoire du viol ou la mémoire de l'inceste. Et ces 2 femmes et beaucoup d'hommes ont été condamnés. Quand j'étais praticien, j'ai eu à accompagner des cas comme ça, et on a découvert par hasard que c'était des faux souvenirs. Et c'était même des souvenirs greffés par le psychothérapeute ou la psychothérapeute. C'est-à-dire que l'épidémie psychique aux États-Unis a condamné plusieurs milliers d'hommes, et c'est 2 femmes qui l'ont arrêté. Elisabeth Loftus, professeure de neurologie, je ne sais plus aux États-Unis, Loftus, et Cheryl Mullern, anthropologue aux États-Unis. Je les ai rencontrées toutes les 2. Et c'est elles, avec l'aide des femmes juges, puisque dans la magistrature, il y a une majorité de femmes, ce sont ces femmes qui ont arrêté les inculpations abusives. C'est que c'était... et moi, quand j'étais praticien, ça m'est arrivé. Une jeune femme avait dénoncé, son père et son frère l'avaient partousée. Elle avait eu des relations... Elle a été au commissariat, les 2 hommes ont été arrêtés, l'un des 2 s'est pendu, je ne me rappelle pas si c'est le père ou le frère. Elle est arrivée à Toulon où je pratique, sa famille émue est venue la chercher pour le week-end. Premier week-end, ça s'est bien passé, 2e aussi. 3e week-end, elle va au commissariat déposer plainte contre son oncle et ses cousins qui l'avaient partousé. Sauf que ce jour-là, il y avait un mariage et toutes les femmes ont témoigné que les hommes n'avaient pas quitté la salle. J'ai plein d'exemples comme ça. L'autre jour, j'ai une dame, je fais une formation à Paris, et une dame me dit,
Mon psychothérapeute m'a dit que si je me sens mal, c'est parce que mon père m'a violé et j'ai été victime d'inceste, mais je n'en ai aucun souvenir. Donc c'est l'exemple type que décrit Elisabeth Loftus. Il y a beaucoup de femmes violées qui ne vont pas au commissariat. Quand j'étais praticien, il y avait beaucoup d'incestes qui refusaient d'aller au commissariat. Mais là, c'est le cas contraire. Il arrive que des femmes, peut-être des hommes aussi, je ne sais pas, que des femmes non violées aient ce que Elisabeth Loftus appelle des souvenirs greffés. C'est le psychothérapeute qui suggère cette explication. Voilà, maintenant que je vous ai répondu comme ça, je sais que mon espérance de vie est fortement réduite. À mon avis, il va y avoir des problèmes avec MeToo, Boris, là. Merci. Ça va pas être sa fête. Ah non, c'est pas fini. Mais si, c'est déjà fini, on a déjà dépassé le une temps. conférence avec Boris, c'est comme la vie, selon Je Épicure, sais, c'est à peine commencé qu'il C'est faut terrible. déjà Je s'arrêter. sais que Bon, on va c'est terrible. continuer. C'est terrible. Ah oui, il s'est applaudi lui-même, hein, donc il est vraiment victime du syndrome dont il parlait. Il s'applaudit lui-même. Hein. On vous applaudit vraiment tous les deux. Et puis, effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vous retrouver à la librairie où vous allez signer vos ouvrages j'écrirai respectifs. Des soleils, et puis l'autre livre aussi, La vie t'appelle. La vie t'appelle. Voilà. 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 Encore un conseille très les deux grand livres. bravo et un très